Bonsoir et bienvenue dans Studio Lacan. Ce soir, nous recevons Élodie Boissard, philosophe, pour interroger une notion devenue centrale en psychiatrie contemporaine, celle d'humeur dépressive. Dans l'écho de la culture, Cynthia Crosali nous fera entendre Dante et Lacan autour de la dépression. Enfin, dans l'actualité de la psychanalyse, Patricia Bosquin-Carroz viendra nous présenter le prochain congrès de la New Lacanian School. Élodie Boissard, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes agrégée et docteur en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez enseigné à la faculté de philosophie de Lyon 3 et vous êtes actuellement post-doctorante à l'Université de Bordeaux dans le cadre d'un programme de recherche sous la direction de Serge Ahmed autour de l'addiction. Et l'intitulé de ce programme est Deciphering and Hulling Addiction, définir et soigner la dépression. L'addiction, pas la dépression, effectivement. Enfin, vous êtes chercheur associé à l'IHPST, l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Donc, vos domaines de recherche concernent la philosophie des sciences, de l'esprit, l'épistémologie, les neurosciences et la psychiatrie. Et c'est dans ce cadre que vous avez publié cette année aux éditions Garnier un ouvrage issu de votre thèse qui a pour titre « Une histoire française de la dépression, de la tristesse mélancolique à l'humeur dépressive ». Un second ouvrage sur ce thème va d'ailleurs sortir prochainement chez Vrin, dont le titre est « Philosophie de la dépression ». C'est donc l'approche en psychiatrie de la dépression qui nous intéresse aujourd'hui, et plus spécialement le terme d'humeur dépressive que nous allons essayer, disons, de déchiffrer avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, pouvez-vous retracer rapidement l'arrivée dans la sémiologie psychiatrique de ce terme d'humeur dépressive ? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Alors, en fait, dans mon livre, je me suis intéressée à la psychiatrie en particulier. Et en fait, la psychiatrie est précédée par la tradition aliéniste, qui donc est la première tradition médicale à s'intéresser à ce qu'on appelait la folie ou ce qu'on appelle ensuite la maladie mentale, etc. Et donc, cette tradition aliéniste se déploie tout au long du XIXe siècle et va éliminer ou renoncer au cadre théorique de la médecine dite humorale qui était héritée de l'Antiquité grecque, dans laquelle on considérait que les désordres de l'esprit provenaient de déséquilibres entre les humeurs. Et ce qu'on appelait les humeurs, c'était les fluides corporels. Il y en avait 4, donc le sang, le flegme, la bile noire et la bile jaune. Et donc on pensait en particulier que la mélancolie, dont l'étymologie grecque signifie justement la bile noire, était provoquée par un excès de bile noire. Aristote a écrit sur le génie et la mélancolie. Tout à fait, tout à fait. Il y a une très longue tradition médicale et littéraire autour de cette notion de mélancolie comme étant un trouble de l'esprit provoqué par un déséquilibre des humeurs au sens des fluides corporels. Et en fait, les aliénistes français sur lesquels j'ai travaillé, donc Pinel, Esquirol, qui sont les tout premiers à avoir une approche médicale, encore une fois, de la folie, vont renoncer à ce cadre explicatif parce qu'ils pratiquent des autopsies et dans leurs traités, on peut lire qu'ils écrivent qu'après avoir autopsié des mélancoliques, ils n'ont pas trouvé d'excès de bile noire dans leur corps et dans leur cerveau. Et donc, ils renoncent à cette explication antique. Antique, voilà, de leurs troubles
troubles, désordre de l'esprit ou folie. Et donc, ils vont adopter un nouveau cadre explicatif dans lequel la notion d'humeur ne va pas jouer de rôle. Et justement, ils vont l'éviter pour éviter tout terme qui pourrait connoter ce cadre de la médecine morale auquel ils ont renoncé. Donc, ils vont parler de passion. La notion de passion dépressive va intervenir parce que dépressif renvoie en fait d'abord à l'effet des passions tristes sur le corps, un effet d'abaissement, d'oppression, d'inhibition des facultés physiques et aussi mentales. On dit à l'époque morale au sens de mental. Et donc la notion d'humeur finalement va revenir en psychiatrie ou arriver en psychiatrie au XXe siècle, quand on est passé de l'aliénisme à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychiatrie. Donc c'est toujours la même discipline, mais elle change en fait dans sa forme. Dans l'aliénisme, on avait des grands maîtres comme Pinel, Esquirol, etc., qui allaient vraiment au chevet des malades et qui enseignaient aussi à leurs élèves la clinique au chevet des malades, etc. Après, avec la psychiatrie, enfin ce qu'on avait appelé la psychiatrie, c'est la branche de la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, où voilà, on a des hôpitaux, on a un médecin qui est chef du service, voilà, c'est un fonctionnement un peu différent sur le plan institutionnel. Et là, la notion d'humeur va arriver parce qu'en fait, cette discipline psychiatrique naissante va prendre un tournant biologique qui a été Nous sommes donc au début des années 40. Voilà, c'est ça s'amorce déjà dans l'entre-deux-guerres, mais c'est surtout effectivement dans les années 40. C'est bien retracé par Jean-Noël Missa dans son livre qui s'appelle justement La psychiatrie biologique. Il montre bien qu'en fait, dans cette période, les psychiatres commencent à s'intéresser à des corrélats biologiques des troubles mentaux et à envisager que les troubles mentaux puissent avoir une étiologie biologique. Et c'est renforcé par l'introduction des traitements de choc, qui sont des traitements qui agissent justement sur le biologique. Donc le plus connu, c'est les électrochocs, évidemment, mais avant ça, on a le choc au cardiazole, on a le coma insulinique, on a la malaria-thérapie, où on inocule la malaria pour provoquer une forte fièvre qui est censée soigner l'état dépressif, par exemple, de la personne. Et donc, en fait, le fait que ces traitements de choc aient des effets cliniques fait que les psychiatres se mettent sérieusement à envisager l'hypothèse d'une explication biologique des troubles mentaux. Bon. Et la notion d'humeur arrive dans ce contexte. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en effet, donc, le terme d'humeur, il arrive à l'Antiquité, puis il est remplacé par celui de passion au moment des aliénistes, et il revient par la bande, alors que finalement les aliénistes ont récusé le terme d'humeur parce qu'ils n'ont pas trouvé scientifiquement que cette hypothèse était validée. Et ça revient dans les années 40 avec en effet la psychiatrie qui retrouve des fondements biologiques. Ils reprennent ce terme d'humeur. Alors ce sera intéressant, on en parlera peut-être un peu plus tard de pourquoi finalement ils le reprennent, parce qu'il n'y a toujours pas de bile qu'on retrouve quelque part. À mon avis, c'est quand on parlera des émotions, il y a quelque chose qui fait écho entre humeur et émotion qui fait que peut-être ce terme est repris. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on est au début des années 40 avec en effet le renouveau de la psychiatrie biologique. Est-ce qu'on pourrait, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que les psychiatres de l'époque définissent cette nouvelle catégorie d'humeur dépressive et sur quels présupposés causaux, étiologiques, est-ce qu'elle repose, cette catégorie ? Oui, tout à fait. Alors, les travaux auxquels je me suis surtout intéressée, c'est ceux de Jean Delay, parce que vraiment, Jean Delay, donc, qui était psychiatre à Sainte-Anne dans les années 40, 50, 60, a vraiment introduit le terme d'humeur dans la sémiologie psychiatrique, en association avec une théorie étiologique à propos des états dépressifs et maniaques. Et donc, dans son livre publié en 1946, « Les dérèglements de l'humeur », il définit cette notion comme une disposition affective qui va déterminer la tonalité globale des états affectifs, plutôt positive ou plutôt négative. Donc il y aurait l'humeur gaie, voire maniaque, quand elle est exagérée d'un côté, et puis l'humeur triste, voire dépressive de l'autre côté. Et donc, c'est associé à une théorie étiologique neurobiologique, c'est-à-dire qui pense que cette disposition affective, qui donne une orientation globalement positive ou négative à nos émotions, à nos états affectifs, elle est déterminée au niveau de ce qu'il appelle le cerveau thymique, qui inclut l'hypophyse, l'hypothalamus et le diencéphale. Donc, c'est une zone assez centrale dans le cerveau. Et il estime qu'il y a un dérèglement des processus neurobiologiques dans cette zone, qui va faire que l'humeur peut devenir extrêmement élevée ou extrêmement basse. Enfin, elle peut, c'est une question à la fois d'intensité et puis de rigidité.
Au lieu d'avoir des fluctuations de l'humeur au fur et à mesure de la journée, on va stagner dans une humeur dépressive, basse ou au contraire maniaque à cause de ces dérèglements neurobiologiques. Donc c'est ça qu'il introduit. Qui ne sont pas objectivés non quand même à l'époque. Ah vraiment non. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse basée sur le fait que justement les électrochocs, d'après Jean Delay, agissent à cet endroit du cerveau. Il pense que c'est là que ça a un effet, et donc il se dit que si les électrochocs ont un effet sur cette partie du cerveau, c'est sans doute que c'est à cet endroit-là que les dérèglements se produisent. Et donc en effet, le terme d'humeur est repris parce qu'on suppose que c'est une métaphore d'état affectif. Oui, alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une communication de Jean Delay à un congrès de psychiatrie dans lequel il dit que, justement, il utilise la notion d'humeur en raison de sa double connotation psychologique et biologique, parce que c'est un terme qui est resté dans le langage courant pour désigner des états affectifs, donc sur le plan psychologique, peut-être plus diffus que les émotions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un objet bien déterminé. Mais par ailleurs, le terme a quand même gardé cette connotation biologique, puisque humeur peut aussi toujours être utilisée pour désigner des fluides corporels. C'est pas quelque chose qui a complètement disparu de la médecine. Et en tout cas, avec la longue histoire de la médecine humorale, le terme a gardé aussi cette connotation biologique. Et comme pour Jean Delay, le psychologique et le biologique sont un peu les deux faces d'une même pièce, il utilise volontairement, et il le dit donc dans cette communication, le terme d'humeur. Donc on retient que ce terme lui permet en tout cas de se situer au joint entre la psyché, le psychique et le biologique. Tout à fait. Alors, quelles limites justement voyez-vous à ce terme de humeur dépressive? Qu'est-ce que cette approche tend à occulter? Dans votre ouvrage, vous évoquez ce que vous appelez son ambiguïté. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, déjà, d'une part, je pense que la façon dont le terme a été introduit par Jean Delay et s'est ensuite stabilisé dans la psychiatrie tend à suggérer justement que l'origine de l'état dépressif se trouve dans les dérèglements neurobiologiques. Et donc, ça tend à évacuer un petit peu la question des causes psychiques, psychologiques qui auraient pu intervenir en amont du dérèglement neurobiologique. On a l'impression que la chaîne causale est un peu interrompue, voire qu'on présente comme une cause quelque chose qui pourrait être un corrélat simplement de l'état dépressif, c'est-à-dire que l'état dépressif, vous trouverez ses causes, encore une fois, plutôt dans des états psychologiques, dans des événements de vie tels qu'ils sont vécus, interprétés par la personne, et il se traduirait par un dérèglement neurobiologique sur lequel éventuellement on peut agir avec les électrochocs et ensuite avec les médicaments antidépresseurs. Mais en utilisant la notion d'humeur, on a un peu l'impression qu'on concentre l'explication sur les soubassements neurobiologiques. Et puis, c'est aussi un terme qui n'est pas forcément employé tellement dans la langue courante, c'est-à-dire que oui, ça réfère à des états affectifs diffus, etc. Mais quand on demande aux personnes de s'exprimer sur leur vécu affectif, elles parleront plutôt de leurs émotions, je pense, plus spontanément. Et donc, ça crée un peu une distance entre... un écart entre ce que le psychiatre... le terme que le psychiatre... Selon la signification pour le psychiatre et la signification pour le patient. Pour la personne, voilà. D'autant plus que Jean Delay confère au terme la notion... la signification d'une disposition affective. Donc, c'est quelque chose qui ne serait pas sur le même plan que les états affectifs. C'est quelque chose qui serait une détermination... qui entraîne la polarité ou la tonalité positive ou négative des états affectifs, mais qui n'a pas l'air d'être sur le même plan du vécu psychique. Donc tout ça rend le terme un peu mystérieux. Et il y a aussi le fait qu'après, donc petit à petit, le terme rentre vraiment dans la symptomatologie de la dépression, pour décrire les symptômes de la dépression, on se met à parler d'humeur dépressive pour référer à l'ensemble du vécu affectif, de tristesse, d'irritabilité. C'est ce qu'on retrouve dans le DSM. D'ailleurs, je me posais la question parce que le terme de dépression s'y trouve à travers le trouble affectif, et je crois qu'il a fait son entrée dans le DSM-3 en 1980. Et donc, on trouve aussi après dans le descriptif de ce trouble le terme d'humeur dépressive. Tout à fait. Dans le DSM-3, c'est le symptôme central et distinctif de la dépression, avec ensuite, il y a ensuite une série de symptômes qui sont variables et moins distinctifs, troubles du sommeil, de l'appétit, etc. Et après, à partir d'une édition ultérieure du DSM, je crois dans les années 90, ça doit être le DSM-4 ou la version révisée du DSM-4, on a à la fois l'humeur dépressive et la perte d'intérêt et de plaisir ou anédonie, ce qui veut dire qu'on peut avoir des tableaux dépressifs avec l'humeur dépressive ou sans humeur dépressive avec plutôt de l'anédonie, ou alors éventuellement les deux, puisque ces deux symptômes vont devenir les symptômes centraux de l'état dépressif. Et en fait, là où la notion est ambiguë, c'est que
telle qu'elle est décrite dans le DSM, par exemple, on a l'impression qu'elle renvoie à toute une diversité d'états affectifs, tristesse, découragement, irritabilité, etc., qui sont assez distincts les uns des autres. Donc parler simplement d'humeur dépressive, ça masque un peu la richesse et la diversité des états affectifs qu'on rencontre dans la dépression. Et en plus de ça, le terme réfère soit à ça, soit chez les cliniciens français qui font par exemple des échelles de mesure de l'humeur dépressive dans les années 70-80, l'humeur dépressive va aussi inclure en fait l'émoussement affectif, la perte d'intérêt et de plaisir, la perte de motivation. Donc, juste pour que vous puissiez un peu peut-être nous indiquer très rapidement comment se distingue cette catégorie d'humeur dépressive avec le terme de dépression qui arrive, il me semble, au début du 19e, qui est proche. Comment repérer la distinction? Très bonne question. Donc effectivement, le terme de dépression, il apparaît dès l'aliénisme, donc dès le début du 19e. En fait, c'est d'abord Esquirol qui parle de passion triste et dépressive. Donc par passion triste, il veut désigner un peu toute la gamme des émotions négatives. Et par dépressif, il réfère à l'effet de ces passions tristes sur, encore une fois, les facultés physiques et mentales, un effet donc d'abaissement, d'oppression, d'inhibition. Et ensuite, d'autres aliénistes, donc notamment Falleret et Baillarger, vont parler d'état de dépression pour référer à cette observation clinique d'un état dans lequel toutes les facultés sont diminuées, sont abaissées, sont inhibées. Donc ça inclut, si vous voulez, à la fois la baisse de motivation, les affects tristes, peut-être le ralentissement même des fonctions nutritives, etc., qui est déjà observé par les aliénistes à ce moment-là. Et en fait, le terme de dépression renvoie comme ça donc à ce tableau clinique d'abaissement des facultés qui intervient dans le cours de la mélancolie. Donc la catégorie, on va dire, principale des aliénistes, c'est celle de mélancolie, c'est-à-dire que on a un désordre de l'esprit induit par une passion triste qui entraîne un état de dépression. Et donc l'état de dépression, c'est un élément du tableau clinique. Et en fait, après, dans le cours du XXe siècle, ça va un peu s'inverser, c'est-à-dire que la catégorie de dépression va remplacer celle de mélancolie. Donc la dépression devient, si vous voulez, la maladie mentale, le trouble. La catégorie. La catégorie, c'est ça. Et l'humeur devient l'un de ces symptômes. Et c'est difficile de savoir si c'est un symptôme qui inclut uniquement des états affectifs, qui inclut aussi la perte de motivation, qui inclut aussi l'anédonie. Ça dépend un peu des contextes, quoi. Bien, merci. Alors nous allons faire une petite pause pour écouter la chronique Écho de la culture. Bonsoir Cynthia Crosali. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et vous avez vous-même consacré un ouvrage à la dépression comme affect central de la modernité. C'est dans votre titre. Vous avez choisi ce soir d'en passer par Dante. Pourquoi ce détour ? Oui, j'ai choisi de parler de Dante Alighieri, parce que son nom surgit dans la plus célèbre citation de Lacan sur la dépression, celle que se trouve dans son texte Télévision. Et pour Lacan, la dépression est un nom de la tristesse. Et donc, cette dernière relève d'une faute morale, d'un péché, comme s'exprime Dante. Alors, quel terme utilise-t-il précisément, Dante ? Sous la plume de Dante, cette tristesse a un nom précis, c'est l'acédie, l'un des 7 péchés capitaux. Et dans sa Divine Comédie, Dante place les tristes dans l'enfer ou au purgatoire selon la gravité de leur faute. Il est contemporain de saint Thomas d'Aquin et donc Dante appartient à une époque où les théologiens scrutent vices et vertus avec une précision, une finesse presque clinicienne. Et dans leur liste de péchés, l'acédie, la tristesse, occupait une place prioritaire. Alors, quels sont les points qui font résonner Dante avec Lacan sur la dépression ? On a 2 notions clés qui unissent Lacan et Dante sur ce point.
le péché et la pensée. Alors pour les pères de l'Église, et donc pour Dante, le péché ne naît pas seulement d'actes contraires à la loi, mais avant tout, il naît de la pensée. La raison, selon Thomas d'Aquin. Alors la faute des ascédiaques n'est pas un simple état d'âme, mais implique justement la pensée. Et le péché d'ascédie interroge la responsabilité du sujet face à sa tristesse et face à l'autre divin. Alors vous introduisez ici deux dimensions, celle du sujet et celle de l'autre. Est-ce que vous pourriez développer cela ? Oui, nous pouvons déjà entendre la lâcheté morale dont parle Lacan comme une trahison de son désir de la part du sujet. Pour Dante, il s'agit évidemment du désir de Dieu, l'autre divin. Et l'autre, avec grand A, est à entendre comme un discours, comme un ensemble de signifiants ordonnés par un signifiant maître. Alors, ici, ce discours, c'est celui de la théologie. Et l'ascédie, la dépression dantesque, en tant que repli sur soi, est une fuite du sujet devant l'angoisse de la rencontre avec l'autre, avec le désir. Si vous pouvez revenir sur le terme de pensée. Oui, bien sûr, la question de la pensée fait de la théologie thomasienne et donc du poème dantesque une anticipation de l'élaboration lacanienne. En effet, Lacan précise en télévision toujours, je le cite, « La tristesse qu'on qualifie de dépression ne se situe que de la pensée. » Et il définit l'affect comme une décharge de la pensée. Il dit précisément, c'est de la pensée que ça décharge. Mais pour Lacan, la pensée n'est pas une activité autonome du moi, mais est un effet du signifiant, c'est-à-dire du langage, du discours de l'autre. Alors, l'affect, la tristesse comprise, est une décharge de la pensée sur le corps, dans le corps, et pas l'inverse. Ce sont les signifiants, les mots reçus, dits, attendus, les pensées tristes qui marquent le sujet et qui l'affectent jusque dans son corps. Alors, quelle punition Dante réserve-t-il dans son enfer et dans son purgatoire aux pécheurs d'ascédie, c'est-à-dire aux déprimés ? Voilà, c'est très pittoresque parce que dans l'au-delà dantesque règne la loi dite du contrapasso. Ça veut dire que la punition manifeste l'envers du péché commis sur terre. Donc les ascédiaques, en enfer, sont immergés dans la boue, l'engloutissent, ils en sont étouffés pour l'éternité, parce que n'ayant pas goûté sur terre de la lumière du ciel, ils sont condamnés à demeurer enfoncés dans le noir de la fange. Oh, et alors, est-ce que le purgatoire est plus sympathique ? Un petit peu, mais pas trop, parce que au purgatoire, les pécheurs de tristesse sont condamnés à courir vite, sans relâche. C'est l'état maniaque. Voilà, et eux qui dans leur vie furent inertes, sans désir de bouger, sont ici toujours pressés, essoufflés. Et je voudrais ajouter que la lenteur de l'ascédiaque, son manque d'élan vital, engage aussi la question du courage, une position éthique à l'opposé de la lâcheté morale. Et je voudrais conclure en disant que pour Lacan, la dépression n'est pas un simple abattement psychologique,
mais un retrait du sujet, une fuite, devant le devoir d'y s'y retrouver dans l'inconscient, dit-il. C'est-à-dire d'interroger son implication dans l'état dépressif qui le concerne. Et c'est là le lien de Lacan avec Dante. Merci beaucoup, Cynthia Crosali. Alors, Élodie, est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur cette chronique ? Oui, très volontiers. Merci beaucoup. C'était passionnant et ça me donne très envie de lire votre livre, La dépression, l'affect de la modernité. Je m'interrogeais donc sur cette description que vous avez donnée de la dépression comme un effet de la pensée, une décharge de l'affect qui atteint le corps. Est-ce que ça fait écho à ce que disent les aliénistes quand ils disent qu'on a des passions tristes qui vont avoir un effet dépressif sur le corps, c'est-à-dire qui vont atteindre le corps jusque dans ses fonctions vitales, ou est-ce que pour vous c'est deux choses complètement Bien sûr, il y a un lien. Lacan, dans cette citation, fait référence à des auteurs d'avant la science. Ouais. Donc, aux anciennes aliénistes, un petit peu, on pourrait dire. Mais c'est important d'avoir en tête la pensée liée au langage. Parce que sinon, on fait une division entre pensée et corps. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est très important de reprendre la dépression comme affect et aussi la tristesse comme passion. C'est-à-dire Lacan, dans la liste des passions, il fait 3 groupes, les passions de l'autre, les passions de l'âme. Et dans les passions de l'âme, la première, c'est la tristesse, en effet. Donc, la question de la tristesse, ça revient et ça touche le corps. Mais parce qu'ils sont liés, le corps n'est pas l'organisme pour la psychanalyse. Bon. C'est le corps parlant. Merci beaucoup, Cynthia. Bon, reprenons notre discussion alors, Élodie. Donc, on est sur la catégorie d'humeur dépressive et elle semble donc, maintenant qu'on est au XXe siècle, on revient au XXe siècle, surtout mobilisée donc dans des approches biologiques. Le terme que vous employez, c'est arrationnel. Et donc, vous pointez que elle est moins utilisée par ceux qui approchent la dépression à travers des aspects comportementaux, cognitifs. Pouvez-vous revenir un peu sur ce qui différencie ces deux orientations et comment comprendre cette ligne de partage ? Oui, tout à fait, merci. Alors, en fait, ce que j'ai vu, moi, à travers la psychiatrie française, c'est quand on a cette émergence des approches cognitives et comportementales de la dépression, donc à partir des années 60, 70, et plus fortement dans les années 90, en fait, dans les hôpitaux français sur lesquels j'ai travaillé, donc la Salpêtrière et Sainte-Anne, on voit que c'est une approche qui est plus centrée sur donc, les cognitions du sujet, ses pensées, les contenus de pensée et ses émotions qui sont, on va dire, catégorisées, différenciées, suivant le répertoire courant, donc tristesse, découragement, colère, etc. Et donc la notion d'humeur dépressive n'a pas forcément un grand rôle à jouer, sauf pour résumer la diversité des émotions, enfin pour dire qu'il y a une diversité d'émotions négatives, mais après les théories cognitives et comportementales, elles vont porter sur les mécanismes cognitifs qui amènent à former des croyances ou des cognitions négatives, dépressives, qui entraînent à leur tour toutes les émotions douloureuses en fait du tableau dépressif. Donc le tableau dépressif est pris un peu plus dans sa diversité, dans sa richesse, et on s'interroge beaucoup plus sur ses causes psychologiques que sur ses causes neurobiologiques. C'est pas vraiment l'objet des approches cognitives et comportementales. Par contre, pour ce qui est de parler de causes arrationnelles, dans une certaine mesure, ça peut rester pertinent au sens où même s'il ne s'agit pas de déséquilibre neurobiologique, l'origine causale des cognitions négatives et des émotions négatives, elle n'est pas complètement pensée. Voilà, ça peut être des mécanismes psychologiques, des mécanismes cognitifs qui vont être jugés défaillants, c'est-à-dire la logique des pensées n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a par exemple un excès de généralisation à partir d'un échec, on se juge globalement en échec, ce genre de choses.
Et donc, c'est plutôt des schémas de pensée, des règles de pensée, des mécanismes cognitifs. Donc, en un sens, ça peut aussi relever de l'art rationnel, c'est-à-dire que le tableau clinique n'est pas vraiment rationalisé. On ne considère pas qu'il réponde à des raisons, que les états affectifs puissent s'expliquer par des raisons, quoi. C'est plutôt des mécanismes, encore une fois, cognitifs défaillants qui les ont amenés. Alors, faut-il se fier uniquement aux ressentis, aux émotions, aux sensations du patient ? Lacan pouvait s'en moquer, d'ailleurs, en disant que le sentiment... Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine limite et je pourrais rajouter aussi le fait de déplier comme ça le caractère polysémique du terme d'humeur, ce qui illustre parfaitement les échelles de mesure qui sont proposées. N'est-ce pas risquer de se perdre dans des mots qui ratent le réel de la souffrance auquel le sujet est confronté? D'ailleurs, ce terme de souffrance, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement évoqué dans ces recherches. Alors oui, merci beaucoup. La question est assez riche. Est-ce qu'il faut se fier aux émotions, aux pensées, aux sentiments du patient ? Alors, c'est peut-être une question qui serait mieux, à laquelle un clinicien aurait plus de facilité à répondre. Mais c'est vrai qu'en regardant l'histoire de la mélancolie et de la dépression au 19e et au 20e, on voit qu'on ne peut pas se fier uniquement à ça et qu'il y a tout un tas d'autres indicateurs cliniques de l'état de dépression qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs que les cliniciens s'appuient aussi là-dessus pour diagnostiquer un état de dépression chez quelqu'un qui n'exprime pas forcément de tristesse. Ça se voit dans la clinique. Donc ils vont se fonder sur la perte d'intérêt et de plaisir, le ralentissement, tout un tas de signes cliniques d'un état dépressif. Et inversement, il y a aussi une démarche des psychiatres pour prendre en compte quand même les émotions, les cognitions, etc. Alors on le disait dans les thérapies cognitives et comportementales, mais déjà dans l'aliénisme, puisque le traitement, c'était le traitement moral qui consistait à interroger le patient sur justement ses passions tristes pour essayer de comprendre quel était l'objet de ses passions tristes, de sa tristesse, qui pouvait être un deuil, une rupture amoureuse, quelque chose comme ça. Et le principe, c'était que le clinicien devait essayer de détourner le mélancolique de l'objet de sa tristesse en discutant avec lui. Donc, d'autres choses. Là, oui, ou en l'amenant à... Des fois, c'est ce qu'il faut faire. Des fois, c'était ça, essayer d'arriver à rompre la contemplation morbide de cet objet de tristesse. Donc oui, je pense que, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les cliniciens prennent en partie en compte ses émotions et ses pensées et ses sentiments, mais pas seulement. Ça peut pas être le seul point d'appui et le seul levier. Et effectivement, l'idée n'est pas de simplement écouter comme pourrait le faire un ami ou alimenter les pensées, le flux de pensées. Cynthia, oui. Vous vouliez poser une question. Je me relie à ce que vous dites parce que il y a un point très intéressant dans votre livre quand vous pointez une catégorie de le ralentissement dépressif dont certains auteurs, Wildecher entre autres, en fait une catégorie. Et je trouvais un lien avec l'idée de Dante qui met les déprimés sont les lentes, ceux qui ont un désir lent. Et la question, c'est, est-ce que vous serez d'accord de dire que là, puisqu'il parle d'une position de faire le mort, de la part du sujet, devant un danger, mais on ne touche pas qu'est-ce que c'est ce danger. Vous serez d'accord de dire que là, il y a une ouverture vers le danger que présente la rencontre avec l'autre, l'angoisse qui peut provoquer la demande que veut l'autre de moi. C'est possible. Alors, je sais pas exactement, j'en connais pas assez sur Wildecher parce que je sais qu'il est aussi psychanalyste. Il est à la fois psychiatre, président de l'Association française de thérapie cognitive et comportementale et psychanalyste, donc je pense qu'il avait une grande diversité d'approches. Mais dans le livre Le ralentissement dépressif que j'ai lu, il situe en fait sa théorie dans un cadre évolutionniste, c'est-à-dire il pense que la dépression, c'est une sorte de réaction acquise au cours de la sélection naturelle par laquelle effectivement un organisme va se figer et faire le mort quand il est face à un danger qui le menace. Et donc, dans ce cadre-là, ça serait plutôt un danger qui menace directement sa survie et qui déclenche une sorte de réaction
comportementale innée, qui a été acquise au cours de l'évolution. Donc je sais pas si ça fait directement écho à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des prolongements de sa théorie qui iraient vers ça? C'est possible. Enfin, en tout cas, ça ferait sens. Et Élodie Boissard, dans votre ouvrage, vous n'avez pas du tout touché à l'abord psychanalytique de la dépression. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Ça nous intéresse. Bien entendu. Oui, je me suis concentrée sur la psychiatrie. J'évoque juste Freud à un moment, quand il y a justement un peu la fin de la tradition aliéniste qui est provoquée en partie par l'émergence d'une part de la neurologie et puis d'autre part de la psychologie, de la psychanalyse, etc. Et en fait, mon objet, c'était la psychiatrie. Je me suis concentrée sur cette discipline-là, sur son histoire, dans une démarche d'histoire et de philosophie des sciences. Et j'ai pas fait les ponts avec la psychologie, la psychanalyse, qui sont un peu d'autres disciplines. Maintenant, j'espère que vous avez envie de le faire. Oui, ça serait, mais en partant du livre, ça serait très intéressant pour moi de compléter le panorama que j'ai là sur cette histoire de la dépression. Ouais. Bien, Élodie Boissard, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Merci. Et nous allons passer à notre deuxième rubrique, l'actualité de la psychanalyse. Bonsoir, Patricia Bosquin-Carroz. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, présidente de la New Lacanian School, et vous dirigez son prochain congrès intitulé Varité, variation de la vérité en psychanalyse. Alors, quel est ce congrès? Eh bien, le 24e congrès de la NLS est donc le 24e d'une longue série de congrès annuels. Alors, cette année, il se tiendra à nouveau à Paris les 27 et 28 juin prochains. Il s'adresse à un large public et réunit les membres des 22 groupes de cette école. La plupart sont répartis dans plusieurs pays européens et quelques-uns sur d'autres continents. Alors, une telle diversité des lieux de provenance, mais dans quelle langue a lieu ce congrès? Le congrès, comme la NLS, est bilingue, franco-anglais. Ces deux langues réunissent tous les membres des groupes. Les congressistes viennent de Grèce, d'Irlande, de Pologne, d'Autriche, d'Allemagne, d'Ukraine, du Royaume-Uni, d'Israël, de Russie, des États-Unis, d'Albanie, du Canada, de Belgique et d'autres pays encore. Ils constituent un moment de convergence du travail du thème tout au long de l'année. Une large place est accordée à la présentation de travaux cliniques, ouvrant évidemment un échange entre les praticiens de diverses origines, tous orientés par l'enseignement de Freud et Lacan. Le titre est Varité. Le mot surprend. Que désigne-t-il? Alors, ce thème interroge les variations de la vérité en psychanalyse. Lacan en a donné la boussole avec le néologisme « varité », qui condense en un seul terme vérité et variation. Il indique que la vérité ne se présente ni comme un bloc homogène, ni comme un savoir fixe, mais qu'elle se manifeste selon des modalités changeantes, des surgissements, des déplacements et des remaniements qui scandent l'expérience analytique. Ce que l'analysant énonce n'est pas la vérité, mais la variété du symptôme, soit une forme singulière du symptôme, ne cessant de se remodeler dans ce qui se dit. Alors, vous évoquiez le rapport de la vérité avec la parole. Pouvez-vous préciser ce point important? Dès le départ, Lacan distinguait radicalement la vérité de l'exactitude des faits. C'est ça. Elle ne relève ni d'une conformité à une réalité objective, ni d'une adéquation du mot à la chose. Elle surgit dans la parole sous forme de révélation partielle, prise dans un mouvement de dévoilement et de dérobade. L'analyse se présente ainsi comme une série de révélations singulières, propres à chaque sujet, sans jamais livrer une vérité toute. Il reste toujours un reste, voilà. Un point irréductible qui échappe.
Et Freud n'avait-il pas déjà d'ailleurs repéré cette dimension ? Mais oui, Freud avait renoncé déjà à la croyance en une réalité objective du traumatisme. Dans l'inconscient, celle-ci ne se distingue pas de la fiction investie d'affect, disait-il. Dès lors, il ne s'agit pas de dire ce qui est, mais de faire vérité de ce qui a été, y compris de ce qui a fait trou et n'a pas pu s'inscrire ni se dire. La vérité analytique ne se donne pas. Elle se construit dans l'expérience même, et à chacun la sienne. Freud avait d'ailleurs mis en évidence une autre vérité que celle que le sujet relate. Absolument. Celle-ci surgit précisément là où le discours trébuche, dans le lapsus, l'acte manqué, la méprise. Elle apparaît dans ce qui rompt la continuité du récit et déborde toujours l'intention du sujet. Le sujet dit plus que ce qu'il ne sait dire. La vérité rattrape l'erreur au collet, écrit Lacan, indiquant qu'elle se loge dans cet écart. Alors cette notion de vérité, comment est-ce qu'elle varie en psychanalyse ? Ah ben oui, elle varie, c'est une belle façon de le dire. Oui, cette notion varie. Dans une première conception, l'analyse vise un progrès vers la vérité, au singulier, supposée s'inscrire dans la continuité d'une histoire, celle du sujet. L'inconscient est alors conçu comme un chapitre censuré qu'il s'agirait de reconstruire. Les levées du refoulement permettent d'en restaurer la continuité. Mais cette perspective se déplace progressivement. Avec la formalisation des discours, Lacan articule la vérité au savoir, ce qui se présente comme vérité se dépose en savoir et s'inscrit dans une chaîne signifiante. Le non-su s'ordonne, se formalise. Cependant, ce savoir rencontre une limite structurelle. Il ne touche pas le réel de la jouissance. Alors que devient la vérité si elle n'est pas opératoire ? C'est pour ça que Lacan introduit la dimension de la vérité menteuse. La vérité a structure de fiction. Le langage est semblant. Il ne peut dire le réel, seulement en cerner les contours. On ne peut que mi-dire la vérité. Forcément, elle est toujours partielle. Il y a un impossible à dire, on ne peut pas tout dire. Ce qui n'empêche pas le sujet d'essayer. Bien entendu, les effets de révélation jalonnent le parcours analytique jusqu'au point de buter, la jouissance. À ce point, la vérité cesse d'opérer. Il ne reste que des élucubrations de savoir sur la langue. La vérité devient effet, coup de sens blanc, sans garantie de signification stable. Dès lors, Lacan substitue à l'idéal d'une histoire continue une conception discontinue de l'expérience. Il n'y a plus une histoire homogène, mais une trame faite d'éclats, de fragments et d'émergences. La vérité n'est plus une, mais variable, instable, révisable. Chaque nouvelle articulation peut déplacer les précédentes jusqu'à atteindre ce qui ne varie pas, l'os du symptôme. Alors, comment situer la place de l'analyste s'il ne participe pas d'une reconstitution de l'histoire continue du sujet ? L'action du psychanalyste, par ses ponctuations et ses scansions, participe de ces variations. Il introduit par exemple des coupures qui modifient le sens, déplacent les coordonnées du discours et produisent de nouveaux effets de vérité. Celle-ci se pluralise, se transforme, se recompose dans le transfert. Il n'y a pas de vérité dernière, mais une histoire singulière avec Y, c'est-à-dire construite pour un autre. Alors ce thème du congrès, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il entre en résonance avec les débats actuels autour de la vérité, du fake. Mais oui, c'est en quelque sorte pour ça qu'on a choisi ce thème, évidemment. Et Lacan n'a jamais abandonné cette référence à la vérité. Comment, dans le discours analytique, situer la vérité ? Quelle place ou fonction lui donner ? À l'ère dite de la post-vérité, où la dimension même à la vérité tend à se dissoudre, s'effacer, se désagréger, la psychanalyse se tient à contre-courant.
Elle maintient l'exigence d'un rapport éthique à la parole et à la vérité. Non comme totalité ni comme certitude, mais comme expérience. L'enjeu de ce congrès sera de soutenir cette orientation. Faire valoir que la vérité, même variable, même menteuse, demeure ce qui engage le sujet dans la parole. Car l'analyse est une épreuve de vérité, pas toute, mais celle qui peut se dire et dont dépend la possibilité même de l'expérience analytique. Merci beaucoup, Patricia Bosquin-Carros. Nous y serons tous. Rendez-vous. Rendez-vous. Cette date, rappelez la date. Le 27 et le 28 juin prochain, le congrès aura lieu à Paris. Et on peut toujours s'y inscrire. Absolument, et c'est le moment de s'y inscrire parce que les places en présence sont limitées. Merci beaucoup, Patricia. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Studio Lacan fait une courte pause la semaine prochaine en raison de notre présence au congrès de l'Association mondiale de psychanalyse et reviendra dans 2 semaines, le samedi 9 mai à 18h30. Très bonne soirée à tous.